Bonjour tout le monde, moi c'est Chantal et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque Jaune. Aujourd'hui je retrouve pour vous parler de mes meilleures lectures de 2021. On est là pour parler de tous ces livres-là, donc c'est tous mes coups de cœur de l'année. Je fais exprès pour vous montrer la tranche pour pas vous spoiler, mais c'était vraiment une bonne année de lecture. Évidemment, il y a tout qui tombe, mais il y a à peu près la moitié des livres qui sont des mangas, bandes dessinées et les autres qui sont des romans, donc je trouve que ça représente parfaitement mes goûts littéraires et je vous présente ça tout de suite. Ceux qui suivent la chaîne régulièrement, vous avez peut-être quelques titres déjà en tête que j'ai parlé au courant de l'année 2021, mais pour les autres, bienvenue et je suis contente de pouvoir partager tous ces coups de cœur-là avec vous. Je tiens à dire avant de commencer cette liste-là que c'est pas des livres nécessairement qui sont sortis en 2021. On est dans quelle année là? Qui sont pas sortis l'année dernière, mais qui ont été lus par moi durant l'année dernière. Donc il y en a beaucoup qui sont sortis l'année dernière, mais c'est pas le cas pour tous, donc je voulais juste vous avertir avant de commencer. La première série que je voulais vous parler, je pense que j'ai mis le tome 1 dans mon top 10 de 2020, mais là je réitère l'expérience avec le tome 2, 3 et le tome 4 de LP de Soul Sender parce que c'était vraiment un énorme coup de cœur. J'adore vraiment le travail qui a été fait au niveau de la couverture qui est un look assez rétro, mais au-delà de cette couverture magnifique et des dessins aussi qui sont tout aussi incroyables, l'histoire est vraiment chouette puisqu'ici j'ai tendance à comparer ça un peu avec un Pokémon mais plus extrême, mais au lieu de devoir attraper toutes les créatures, on va devoir libérer les âmes de toutes les divinités qui sont décédées. Donc ces divinités-là qui sont des êtres qui peuvent amener la santé, les moissons extraordinaires, du bonheur et de la gloire presque aux habitants qui habitent près de ces divinités-là, de leur mort quand la carcasse est en décomposition, ça amène la destruction totale autour d'eux et il y a un Soul Sender qui doit libérer l'âme de ces divinités-là. C'est des personnes qui sont formées exprès pour pouvoir faire ce type de travail-là qui n'est pas sans conséquences graves puisque quand on peut avoir des éclaboussures, des corps en décomposition, c'est très néfaste pour un humain. Donc si le tome 1 avait vraiment attiré mon attention, la suite elle a autant captivé le reste et surtout le dernier tome dans lequel il y a une ville bibliothèque. C'est pas le rêve de tout le monde qui aime les livres, ça. Avoir une ville qui est complètement consacrée à la lecture et aux livres. Moi, j'aimerais vraiment vivre là-bas, même s'il se passe pas des choses toujours joyeuses. Mais franchement, l'idée me convient parfaitement. La deuxième série de manga qui est rentrée dans mon top 10 de 2021, c'est un genre littéraire que je ne lis vraiment pas d'habitude, c'est vraiment tout le contraire. Donc il s'agit du manga Chacun ses goûts par Mashita aux éditions Kana. Ici j'ai les deux premiers tomes, mais je pense qu'il y a le tome 3 et 4 qui sont sortis également. Au début de l'histoire, on va rencontrer deux personnages. Donc on a Haru qui est une geek vraiment intense, genre qu'elle veut pas sortir de chez elle parce qu'elle veut regarder toutes les couverture de ses groupes préférés, elle veut collectionner tous les trucs de ses séries préférées, mais elle vit comme vraiment dans son petit monde, donc c'est vraiment quasiment problématique pour elle. Elle n'arrive pas trop à connecter avec les gens dans la société ni à leur parler. Puis un jour, elle va faire la connaissance de Ao, qui est une femme trans, et ensemble, ils vont décider de cohabiter. Et la seule condition de cette cohabitation-là, c'est que Ao et Haru se partagent un bento à chaque semaine, donc une boîte repas qui vont se confectionner à partir d'ingrédients. Et franchement, les repas ont tellement l'air bons et ça me fait saliver pour vrai. Et je suis contente parce qu'il y a quand même des recettes dans cette bande dessinée-là. Donc un jour, je pourrais peut-être tenter l'expérience et recréer les recettes bento de chacun ses goûts. Le message aussi de l'identité est super important, est au cœur de l'histoire et ça fait vraiment du bien, surtout dans le manga. Je pense que c'est pas trop un sujet qui est souvent abordé. Le deuxième tome avait laissé une note un peu plus sombre sur le passé de Ao qui était en froid avec ses parents, sûrement à cause de son identité justement. Et ça laissait vraiment une note assez triste, donc j'espère qu'on va essayer de creuser ça un petit peu plus pour
avoir un peu de lumière là-dessus, donc j'ai hâte de pouvoir continuer. Donc je le place maintenant parce qu'il était sur le dessus de ma pile, mais ça a été vraiment le coup de cœur monumental de cette année. Je pense que si vous suivez la chaîne, vous savez peut-être de quoi je parle. En plus, j'ai fait une vidéo spéciale sur ce livre-là, donc je vous laisserai le lien en barre d'infos et juste en haut. Il s'agit de La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. C'est un livre que j'ai lu en début d'année qui m'a suivi tous les autres mois. Et à chaque fois, malheureusement, je comparais toutes mes autres lectures à ce livre-là parce que ça a tellement été un gros coup de cœur. On a des vibes de Dark Academia avec du réalisme magique, avec un côté sombre, une espèce de société secrète. C'est vraiment une histoire pour ceux qui aiment les livres, pour ceux qui aiment les histoires justement, puisqu'on va avoir une mise en abîme d'histoires, dans des histoires, dans des histoires, dans des histoires, puisque le personnage principal va un jour aller à la bibliothèque de son université et tomber sur un livre dans lequel il y a son nom. Et ça relate un fait qu'il a vécu, donc il est encore plus intrigué. Il n'y a pas d'auteur sur le livre, donc il va essayer de mener sa petite enquête jusqu'à tomber justement sur cette société secrète-là qui vit comme en dessous de New York et qui est très 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 reliée avec le miel, les abeilles, et ça devient complètement labyrinthique. C'est poétique, c'est vraiment doux comme le miel et je ne peux que vous le conseiller. J'avais adoré le Cirque des rêves, mais ça c'est encore meilleur et j'ai vraiment hâte que cette autrice écrive d'autres livres et j'espère que ça ne prendra pas un autre 10 ans avant qu'on ait un livre d'elle parce qu'elle a une plume vraiment magnifique. On va repartir sur du jeunesse avec les 3 prochains livres. Donc ici j'ai un tome 2 de série. Il s'agit de Magic Charlie, le tome 2, Bienvenue à Saint-Fouettard par Audrey Alouette chez Gallimard Jeunesse. Donc déjà la couverture, c'est sorti au printemps, mais franchement, ça n'a pas les plus belles vibes de l'hiver, ça. Franchement, j'adore le travail éditorial. Et en plus, le summum du summum, le Graal de tous les livres, il y a une carte. Oui, il y a une carte. Elle est complètement magnifique. Vous savez l'amour que je porte pour les cartes dans les livres. Mais celle-là, c'est vraiment du bonbon. Donc, c'est un tome 2. Évidemment, je ne peux pas trop vous dire ce qui se passe dans ce tome-là. Magic Charlie, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Charlie et qui découvre à un moment donné qu'il a des pouvoirs magiques parce que sa grand-mère était une sorcière et celle-ci se fait enlever par ce qu'ils appellent l'allégorie de la mort. Il va essayer de retrouver sa grand-mère parce que celle-ci, elle vend des souvenirs pour essayer de sauver un peu son petit-fils des malheurs qu'elle-même subit. Et donc, on va essayer de retracer justement les souvenirs de la grand-mère, mais à cause que justement, il y a eu des événements qui se sont passés à la fin du premier tome, Charlie va être puni et va être envoyé dans le monde magique à Saint-Fouettard, qui est comme quasiment une prison-école. C'est cringe, c'est creepy, ça donne vraiment pas envie et comme je disais, on dirait que c'est vraiment une prison. Et Charlie, évidemment, il va essayer de sortir de là, de trouver un moyen justement de sauver, encore une fois, sa grand-mère, de sauver ses amis, tout en participant aussi à une course de citrouilles qui sont des espèces de voitures faites à partir de citrouilles géantes. J'ai adoré, il y avait beaucoup de plaisir, beaucoup de fun et Charlie me fait beaucoup rire et ses amis aussi. Et je suis vraiment en amour avec cette série-là, donc vivement le tome 3 qui je crois est en train d'être écrit au moment où je vous parle, donc on va espérer que ça se termine bientôt parce que franchement je veux la suite de cette série encore une fois. Un livre, je pense que j'en ai pas beaucoup parlé sur la chaîne, je l'ai binge-readé, franchement je l'ai lu d'une traite, c'est un tout petit livre jeunesse et ça a été vraiment un énorme coup de cœur. C'est vraiment plus jeunesse que ce que je lis d'habitude. Je pense que c'est plus pour les 8 ans et plus. Mais ça m'a tellement apporté du bonheur que je peux pas vous en parler. Donc, il s'agit de Mao et les maudits du chêne au loup. C'est le tome 1 chez Gulfstream. Je sais qu'il y a un tome 2 aussi avec une couverture hyper hivernale. Mais ici, on a une
couverture vraiment printanière, puisque l'histoire se déroule à la fête du printemps. Donc on va connaître la petite Mao, qui d'ailleurs a un lien spécial avec un loup. Donc déjà j'avais des vibes de Robin Hood en lisant ce livre-là. Donc elle peut communiquer par la pensée avec un loup. Et à un moment donné, dans son village, il va y avoir une espèce de malédiction, une épidémie qui touche juste les adultes et c'est vraiment instantané. Là. Les adultes ils vont tomber dans le coma instantanément. Et Mao et ses amis, qui sont les enfants, donc les enfants qui ne sont pas touchés par cette maladie-là, ils vont essayer de découvrir le mystère et là ça va la mener sur un jeu de piste qui va finalement être une espèce d'introspection sur elle, sur sa famille, sur le passé aussi de sa famille. Donc il va y avoir des secrets de famille qui vont être dévoilés. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'écriture qui me rappelait une espèce de joueur de la flûte de Hamelin mélangé avec la fantaisie médiévale. On peut comparer vraiment à un conte de fées. C'est une belle transition aussi vers des lectures un peu plus complexes quand on est plus jeune. Et franchement, il me tarde de lire le deuxième tome et je sais pas si c'est un diptyque, je me croise les doigts parce que ça peut pas s'arrêter juste à 2 tomes. C'est vraiment une série qui pourrait durer 15 tomes puis on en voudrait encore. Un livre que je vous ai pas parlé encore parce que je viens tout juste de le lire et évidemment ça a été un coup de cœur et après avoir lu ce livre-là, j'ai eu un reading slump parce que j'arrivais pas à lire d'autres choses tellement que ça a été une bonne lecture. Il s'agit de Nevermore, le tome 3, la traque de Morrigan Crow par Jessica Townsend chez Pocket Jeunesse. Si vous ne connaissez pas la série, ici on suit une jeune fille qui s'appelle Morrigan et qui un beau jour va se faire enlever de son monde d'horreur presque, puisque dans son monde originel elle est une enfant maudite. Finalement elle va être une Wanderer dans un monde magique, donc une personne qui est capable d'écrire des choses merveilleuses avec la magie, mais malheureusement ceux-ci sont vraiment stigmatisés puisqu'il y a un des Wanderers qui est rendu vraiment méchant, donc tout le monde pense que tous les Wanderers vont être comme lui, ce qui n'est pas le cas. Morrigan Crow, elle va vraiment être balancée entre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, parce que évidemment il y a eu de la censure avec tout ça, et elle va vraiment essayer de devoir de creuser qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Donc ici, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on va vraiment aborder ce sujet-là. Morgane, elle va avoir des cours à l'école où elle va devoir retourner dans le temps, puisqu'il n'y a plus de Wanderer vivant qui peut lui enseigner à part celui qui est rendu méchant. Et donc elle va devoir revenir dans le temps, assister à des cours où ce que justement celui qui est méchant était étudiant. Donc elle va un peu avoir un aperçu de qui était avant comme élève. Et j'ai trouvé vraiment ça chouette de pouvoir justement essayer de revenir dans le temps, les voyages temporels dans des livres. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'excite. Ce livre-là, c'était un exutoire de la pandémie pour l'autrice, puisque ici, on va avoir vraiment des problèmes avec ce qu'ils appellent les Wunimo, qui sont des animaux un peu anthropomorphisés, qui vont avoir des qualités humaines, des réflexions humaines, et on va voir les Unimo, qui eux sont des animaux normaux. Sauf que le problème, c'est que les Wunimo vont redevenir des Unimo. Donc, à un moment donné, Morgane elle va être dans le métro, elle va avoir une des passagères qui est une léopardoune, au lieu d'être un léopard normal. Mais la léopardoune, à un moment donné, elle va retrouver ses instincts de léopard dans le métro et elle va attaquer un enfant. Donc, c'est pas normal, ils vont devoir enquêter là-dessus pour savoir qu'est-ce qui se passe et surtout, est-ce qu'ils peuvent sauver les Wunimo qui sont redevenus à l'état sauvage. Donc je vous en dis pas plus, mais c'était excellent comme d'habitude et j'ai vraiment hâte au 4e tome, évidemment. Je vais continuer avec un livre de fantasy, un peu plus adulte cette fois, et il s'agit de L'Empire de l'écume par Andrea Stewart. C'est le premier tome, La fille aux éclats d'os chez Big Bang. Je vous ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet, je vous laisse le lien encore une fois en barre d'infos et en haut. Mais comment vous dire que ce livre-là était tout ce que j'attendais d'un livre de fantasy. Donc ici, on va être dans un monde qui est inspiré par l'Empire de Chine, puisque l'autrice est chinoise-américaine, donc elle a vraiment
creuser dans sa propre culture pour s'inspirer de ce livre-là et on va suivre différents points de vue. Il va y avoir premièrement Lynn, qui est la fille de l'empereur et qui a perdu sa mémoire et qui essaie de se souvenir de son passé au risque de perdre sa place sur le trône si elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé. On va voir Jovis aussi, qui est un autre point de vue et lui est en quête de retrouver sa femme qui a été kidnappée. Et il va avoir avec lui un animal qui est recueilli dans l'eau et qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Au début, il pensait que c'était un chat qui nageait, mais là, il commence à se transformer et on commence à entrevoir ce que ça pourrait être. Et un autre point de vue qu'on va voir, ça va être Falou et Ranae qui sont des amoureuses, sauf que c'est compliqué la relation parce qu'il y en a une qui est la fille du gouverneur d'une des îles, parce que oui, ici on est dans une archipel. Son amoureuse, elle vient de la rue presque du peuple et elle veut revendiquer un peu ce qu'elle pense que le gouvernement enlève au peuple et c'est la chef des rebelles. Donc ça va être une relation très tumultueuse et très compliquée, même s'il y a vraiment des sentiments profonds entre les deux. Et il va y avoir aussi Sable qui, elle, ne se souvient de rien et qui est sur une île abandonnée au fin fond de l'Empire et qui, avec ses semblables, vont essayer de se révolter parce qu'ils sont vraiment mis sur une île, on ne sait pas pourquoi, et personne n'a de souvenir de ce qui s'est passé. Donc très mystérieux, mais je pense que ce point de vue-là va prendre plus de l'ampleur dans les autres tomes. Très contente quand même de ce livre-là. Et franchement, si vous aimez la fantaisie avec une touche asiatique, il n'y en a pas beaucoup de ce genre-là, mais celui-là, c'est excellent. On continue avec une bande dessinée. Je pense que c'était la bande dessinée la plus douce et mignonne que j'ai lue de toute ma vie. Il s'agit de Entre neige et loup par Agnès Lemergue et Hélène Canac, les éditions Jungle. C'est un one-shot vraiment unique, puisqu'ici on va avoir déjà des dessins qui sont vraiment chouettes, sont vraiment cute, dans des têtes un peu pastel, bleu, mauve, avec un peu de vert, mais surtout une bande dessinée qui est inspirée par une mythologie japonaise qui sont les Jizo, des petites statuettes de pierre qui sont censées aider les enfants dans l'au-delà, les aider à retrouver leur chemin. Et ici c'est vraiment mis en place dans le scénario, puisqu'ici on va avoir une petite fille qui vit avec son papa et qui a perdu sa mère malheureusement, et son père à un moment donné il va partir et elle va se retrouver seule avec son ami un loup blanc et ensemble ils vont essayer de retrouver les traces de son père, mais finalement elle va retrouver les traces de sa propre histoire, de sa mère et de qui elle est vraiment. C'est vraiment une lecture qu'il faut faire en hiver parce que ça se passe en hiver. Et j'adore accorder mes lectures autant qu'il fait à l'extérieur. Et si c'est votre cas, je pense que vous devriez plonger vraiment dans cette lecture-là prochainement. Un autre énorme coup de cœur que j'ai eu cette année, que j'ai lu en livre audio, mais que je suis extrêmement contente d'avoir le livre physique pour avoir les images à l'intérieur. Il s'agit de Harry Potter History of Magic. C'est chez Bloomsbury, mais c'est par The British Library, qui ont fait un travail extraordinaire de prendre les sujets qui sont étudiés à l'école Poudlard et vraiment retracer les ouvrages dans la British Library pour essayer vraiment de retrouver les traces de ces sujets-là. Donc on va parler d'alchimie, on va parler des débuts des sorcières, des représentations des sorcières dans l'histoire, comment les gens sont venus à se représenter les sorcières avec un balai, disons, ou pourquoi les sorcières cuisent toujours quelque chose dans un grand chaudron. Ça vient d'où tout ça? Bien sûr, il va y avoir des petits clins d'œil à Harry Potter et à son autrice qui sont intégrés là-dedans, mais c'est vraiment pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est vraiment essayer de remonter le fil du temps pour avoir l'origine des sujets qui sont abordés, et on va toucher à de la mythologie, on va toucher à de l'histoire, on va toucher à la littérature. C'était vraiment éducatif, mais c'était vraiment amusant en même temps. Donc, super belle découverte et franchement, je suis vraiment pas déçue de l'avoir lu cette année. Et dernier livre, et non le moindre de mon top 10, en fait il s'agit d'une série de bandes dessinées. J'ai les 2 premiers tomes, le 3e tome s'en vient normalement cette année.
C'est un triptyque, comme vous l'aurez compris, il s'agit des Sœurs Grémillet par Di Gregorio et Barbucci aux éditions Dupuis. Donc j'ai le tome 1 ici qui est Le rêve de Sarah et ici il y a Les amours de Cassiopée. C'est une bande dessinée, je pense qu'à chaque tome j'ai versé des larmes parce que c'est hyper émouvant. Ça vient nous chercher un peu comme les carnets de cerises. Donc c'est pour un peu plus jeune, mais ça fait du bien à l'âme, j'ai envie de dire. C'est des sujets qui sont parfois difficiles, parfois compliqués, mais qui sont abordés avec une certaine légèreté, avec une certaine simplicité à travers des personnages qui sont hyper attachants. Donc dans le premier tome, on va avoir une jeune fille qui fait un rêve récurrent et qui va essayer de trouver l'origine de ce rêve-là parce qu'elle est convaincue que le lieu dont elle rêve est dans ce monde physique. Donc ça va être vraiment un peu une enquête qu'elle va mener. Et dans le deuxième tome, on va suivre surtout la cadette qui essaie de découvrir un mystère à propos d'un fantôme qui hante une vieille église et qui sonne les cloches de cette église-là à minuit et on se demande vraiment qu'est-ce qui se passe avec tout ça. J'ai vraiment hâte au troisième tome, même si je sais que ça va être la fin de la série. Mais franchement, je vous le conseille énormément. Les dessins aussi sont vraiment chouettes. Là, je tombe sur, je pense, un rêve ou quelque chose, mais les teintes qui sont utilisées pour la coloration là, sont juste incroyables. Donc ça va être tout pour mon top 10 de 2021. Vous me direz dans les commentaires évidemment si vous avez lu un livre que j'ai présenté ou si je vous ai donné envie d'en lire un. N'hésitez pas non plus à me donner vos principaux coups de cœur de l'année dernière. Comme ça va me donner moi aussi des suggestions de lecture à mettre sur mes piles à lire de 2022. Et je vous souhaite encore une fois une excellente année, des bonnes lectures surtout. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!